13 heures au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Découvrons les grandes lignes de cette édition. Où aviez-vous inscrit vos enfants pour le compte de cette rentrée scolaire? Est-ce dans une école publique ou privée? Les raisons et les facteurs de ce choix nous intéressent dans cette édition. Qui dit rentrée scolaire dit achat de fournitures. Nous saurons dans ce 13 heures au Bénin de qui décide des fournitures à acheter. Et puis enfin, la viande est un aliment de grande consommation qui s'achète dans les marchés et autres points de vente. Vous suivrez dans un instant le processus qui conduit à la validation d'une viande propre à la consommation. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans le 13 heures au Bénin. Je suis certain que les parents d'élèves se sont déjà posé cette question. Où dois-je inscrire mon enfant? Est-ce dans une école publique ou privée? Bien de raisons et de critères sont à la base de cette interrogation. Mais quels sont les facteurs qui déterminent le choix à la veille de la rentrée scolaire? À la fin de ce reportage que vous allez suivre, je recevrai pour vous Idrissou Boukari qui l'a réalisé. Suivez. La rentrée scolaire rime avec achat de fournitures. Par ailleurs, les parents d'élèves sont appelés à inscrire ou réinscrire leurs enfants dans une école qui les convient. Un établissement public ou privé, plusieurs facteurs déterminent le choix. Regard croisé de deux parents d'élèves sur les motivations. Je me suis dit que dans le privé, les enfants sont bien suivis. Il y a souvent donc des interrogations, il y a des devoirs et ça me permet à la maison donc de suivre les notes que mes enfants reçoivent et voir comment il faut corriger. On a mis la barre où on doit mettre pour que les directeurs, les surveillants, les censeurs et les professeurs qui conduisent nos enfants soient beaucoup plus sérieux, sans avoir la carotte ou le bâton derrière eux. À travers votre micro, vous allez remercier Patrice Talon. Pour moi, personnellement, aujourd'hui, quand tu n'as pas le résultat, on te dégomme. Depuis quelques années, le gouvernement a pris le taureau par les cornes avec une thérapie de choc pour panser les plaies qui gangrènent le système éducatif béninois, de la relance des cantines scolaires à la limitation des grèves en passant par la responsabilisation des directeurs d'école et le maintien du dialogue avec les partenaires sociaux. L'école béninoise sort progressivement de sa léthargie. Du côté des directeurs d'école, la ligne de défense est également opposée. Les professeurs qui sont au public ont appris à travailler avec une certaine série dans les écoles privées et ça a été maintenant copié. Par exemple, quelqu'un qui fait son cours au privé avec une certaine rigueur, il ne pourra pas au public relâcher. Donc nous avons contribué, il faut que l'État le sache, nous avons contribué à conscientiser la classe enseignante. Si l'établissement travaille et faire réussir massivement les enfants, je pense que les parents ne voient plus le côté financier pour inscrire. Ils inscrivent seulement parce qu'ils ont confiance en ces établissements. Depuis quelques années, les parents d'élèves affluent dans les établissements publics parce qu'ils ont compris avec les nouvelles réformes que tout a changé. Dans cette démarche du choix de l'école, un autre élément intervient, le candidat-on. Pour certains parents, inscrire son enfant dans un établissement scolaire public alors qu'on exerce une haute fonction dans la société n'est pas chose normale. Alors, il faut inscrire son enfant pour le prestige et contenter le voisinage. Vous savez, malheureusement, le regard de la société dans notre contexte culturel africain, ce regard-là compte et pèse parfois pour beaucoup. Mais en réalité, je pense que les parents ne devraient pas véritablement tenir compte de cet aspect parce que c'est leur enfant, c'est leur progéniture. Retour maintenant sur les 5 dernières éditions de l'examen du baccalauréat au Bénin. En 2017, le Collège catholique Saint-Augustin de Cotonou s'en sort champion au classement national. Le Collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo va s'imposer une année plus tard. En 2019, le Collège catholique de Lokossa occupe la première place. Exploit édité l'année suivante. Le Collège Bakita, situé dans la commune d'Abomey-Calavi, est champion en titre depuis la dernière session du baccalauréat. Le meilleur sur le plan national dans le public remonte à 2012 avec le Prytanée militaire de Bembereke.
Mais attention, l'établissement de champion du Bénin au bac n'est forcément pas le meilleur. Je prends le cas du littoral en 2020. Le premier du littoral au bac 2020 a eu 17,63. Il a même été le premier ex-aequo du Bénin au bac pour la série D. Malheureusement, son établissement a présenté 9 candidats et a eu 3 admis, dont taux de réussite 33,33%. Est-ce que cet établissement-là peut prétendre être le meilleur établissement parce qu'il a donné le meilleur, être le meilleur établissement de Cotonou parce qu'il a donné le meilleur de Cotonou au bac 2020? Pas du tout. Les publicités à outrance autour des résultats et des filières de formation ne manquent pas d'influencer le choix des parents dans certains cas. L'option d'une école privée ou publique pour assurer l'avenir de sa progéniture reste encore libre. La course au meilleur score à laquelle participent les parents d'élèves contribue sans doute à l'amélioration des performances du système éducatif béninois. Alors, la suite de ce reportage assez édifiant, c'est avec vous, Idrissou Boukari. Dans ce reportage, il est question des choix qu'effectuent les parents d'élèves à la veille de chaque rentrée. Où dois-je inscrire mon enfant? Est-ce dans une école publique ou privée? Alors, dites-nous, pourquoi ce reportage? Pourquoi l'avoir réalisé? Alors, Eric, il faut dire que nous avons été inspirés par ce que nous vivons autour de nous et ce que nous constatons à la veille de la rentrée. Donc, chaque année, certains parents se retrouvent dans le dilemme. Faut-il inscrire mon enfant dans une école publique ou privée? Mais le résultat visé, c'est la performance, c'est le bon résultat donc, de l'enfant. Nous avons cherché à comprendre les facteurs qui déterminent ce choix et vous avez entendu certains parents dans le reportage que nous avons réalisé. Et à ce sujet, vous-même, comment appréciez-vous les raisons évoquées par les différents acteurs dans ce reportage? Alors, chacun a sa conviction des performances de l'école qu'il choisit pour inscrire son enfant. Mais malheureusement, donc, selon les informations que nous avons recueillies sur le terrain, il y a des parents qui choisissent d'inscrire leurs enfants dans une école privée, pas forcément parce qu'ils ont des moyens nécessaires. Conséquence, ils ne parviennent pas à assurer l'intégralité des frais de scolarité. Les enfants sont régulièrement renvoyés à la maison. Il y en a qui, jusqu'à la fin même de l'année, n'arrivent pas à solder. Et ces enfants, Eric, deviennent des cas sociaux pour les promoteurs d'écoles qui sont parfois obligés de les laisser continuer le cursus scolaire. Alors qu'à côté peut-être de la maison, il y a une école publique où il faut payer peut-être juste 15 000 pour inscrire son enfant et peut-être l'école dont les résultats ne sont pas aussi minables. Alors, nous savons que juste dans un passé récent, l'une des raisons pour les parents d'élèves qui vont vers les écoles privées, c'est les mouvements de grève dans l'école publique. Alors aujourd'hui, quelle est la tendance? La tendance est claire aujourd'hui. Les directeurs d'écoles privées que nous avons rencontrés nous ont confié que depuis quelques années, leurs effectifs baissent. Et cela s'explique très simplement parce que, je l'ai dit dans le reportage, le gouvernement, depuis quelques années, a pris un certain nombre de mesures pour soigner les plaies qui gangrènent l'école béninoise. Et parmi les mesures qui ont été prises, c'est la limitation de la grève. Vous allez constater que depuis quelques années, la grève est pratiquement absente. Donc, des années plus apaisées. Tout à fait. Donc, dans les écoles, sur les 9 mois l'année scolaire, pratiquement la moitié du temps imparti aux acteurs est consacré aux grèves. Conséquence, à la fin de l'année, nous assistons à ce qu'on appelle sauver l'année scolaire. C'est-à-dire, on s'arrange pour que les enfants puissent aller à l'examen. Les parents sont déçus parce que les parents restent souvent des téléspectateurs ou bien des spectateurs impuissants face à la situation. Mais depuis quelques années, vous voyez, les enseignants ont suffisamment le temps pour finir d'abord les chapitres qu'ils ont à leur responsabilité, pour faire les révisions avec les candidats, ce qui fait que la performance monte et le niveau des candidats monte. Mais tout à l'heure, dans l'élément, il y a un aspect qui m'a intéressé. Oui. Le profil et le statut, parfois, des parents d'élèves les amènent aussi à faire des choix. Tout à fait. Vous savez, c'est... Comme on le dit souvent, qu'est-ce que l'enfant d'un ministre va chercher? Nous sommes en Afrique. On se dit, bon, je suis peut-être ministre, je suis DG. Même si j'ai une école public à côté de ma maison qui donne de bons résultats. Comment se fait-il que le DG, avec ses belles voitures, sa belle maison, peut inscrire son enfant dans une école publique, quand bien même l'école privée à des kilomètres de la maison? C'est le regard de la société. Parfois, on inscrit son enfant dans une école
Pas parce que l'école satisfait le parent, mais pour contenter le voisinage. Malheureusement, c'est ce à quoi nous constatons. Et je pense que la nouvelle tendance que prend aujourd'hui l'école publique doit interpeller nos cadres d'abord en premier lieu. Alors, c'est une question un peu personnelle. Excellent journaliste aujourd'hui. Oui. Vous êtes je dirais, le produit d'une école privée ou une école publique? D'une école publique. Parfait. Allez, on va finir avec une dernière question. Quels sont les facteurs à prendre en compte pour l'inscription de son enfant dans une école? Alors, les facteurs varient en fonction de la position et des moyens financiers du parent. Mais le plus important, comme l'a dit le président du groupe Le Jour, des premiers, donc dans le reportage que nous avons réalisé, il ne faut pas forcément chercher à savoir, à aller vers l'école d'où est sorti le premier au Bénin à un examen. Parce que quand vous envoyez, le plus important, selon lui, c'est le taux de réussite. Quand une école présente 10 candidats, par exemple, avec 2 admis, dont le premier du Bénin, vous voyez que quand vous envoyez votre enfant dans cette école, les chances de réussite sont faibles. Alors, il faut chercher l'école qui fait de bonnes performances dans la globalité et selon les spécialistes, sur une durée de 3 ans minimum. Mais dans tous les cas, le choix reste libre. Reste libre, absolument, pour finir. Et bien voilà, merci à vous, Idrissou Boukaré. Je dirais qu'il en sera ainsi dans le 13h au Bénin assez souvent. Je recevrai pour vous des collègues de la rédaction qui apporteront des précisions, des clarifications, qui viendront même déconstruire des faits à travers des démonstrations. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Nous sommes en début d'une nouvelle année scolaire, période par excellence d'achat de fournitures aux apprenants, une lourde responsabilité pour les parents d'élèves, ils en savent quelque chose justement. Cela nécessite assez de moyens. Mais avant d'acheter ces fournitures, les apprenants présentent une liste à leurs parents qui décident des fournitures à acheter. Élément de réponse dans ce reportage signé Clément Achadé, Henri Ganti. Voici un exemple type de liste de fournitures scolaires adressées aux parents d'élèves de cet établissement scolaire. En ce début de la rentrée des classes, le directeur de l'école veille au gré après avoir rendu public les matériels nécessaires à acheter par chaque apprenant en fonction de son niveau d'études. Mais pendant cette période, une question revient chaque année. Qui décide de la liste des fournitures en question? Nous sommes actuellement dans les approches par compétences et donc tout ce qui est manuel à utiliser, cahier d'activité et autres là, c'est le ministère qui les fixe, qui, disons, donne la liste et qui dit voilà tel manuel à utiliser dans tel cours. Et donc, on ne peut pas dire que c'est sur un coup de tête qu'un chef d'établissement se lève pour donner la liste des fournitures. C'est le ministère qui envoie ces listes-là aux divers, c'est-à-dire d'abord dans les directions départementales. Et cette direction-là nous envoie ça maintenant au niveau des établissements publics comme privés et on les met en exécution. Malgré cet encadrement par les autorités publiques en charge de l'éducation, la pratique semble être éprouvée à cause de certaines réalités de l'école actuelle. Une réalité que les acteurs concernés tentent de justifier. Les établissements, c'est vrai, vous allez constater que les listes de fournitures varient d'une école à une autre. Il y a certaines données qui sont prises en compte par certains établissements qui font qu'ils ajoutent un certain nombre d'éléments à cette liste-là. Cela m'amène à dire qu'à Saint-Clair, nous n'allons pas au-delà des listes que le ministère nous envoie. Les parents doivent savoir quels sont les ouvrages qui sont au programme et qu'ils doivent acheter pour leurs enfants. Et préoccupant parce qu'il y a foison d'ouvrages, une panoplie d'ouvrages aux enfants, même quand ce sont des ouvrages. Face à cette pratique que déplore nombre de parents d'élèves, le secrétaire général de la COSI Bénin averti de la question propose une sensibilisation des acteurs pour éviter ce qu'il qualifie de dérive. Les chefs d'établissement à la recherche d'un enseignement de qualité restent campés sur leur position. Peut-être il faut revoir la façon dont, est-ce que c'est souvent pas connu de tout le monde. Et il faut que la DIPIC, le ministère, rende très tôt, au moins un mois à l'avance, n'est-ce pas, la liste des fournitures, des manuels scolaires
qui sont autorisés. Hier, par exemple, c'était que l'enseignant doit élaborer des modèles d'écriture à tous les enfants. Aujourd'hui, c'est un peu contraignant. Donc, un établissement, par exemple, peut décider d'élaborer un cahier d'écriture qu'il met, n'est-ce pas, et à la disposition des parents d'élèves pour, n'est-ce pas, et faciliter premièrement la tâche aux enfants, faciliter également la tâche à l'enseignant pour pouvoir bien aider ces enfants à mieux s'appliquer. Avant qu'un enfant ne s'inscrive ici, on essaie de lui faire un test. Le test nous permet de voir le niveau de l'enfant et avec le niveau qu'on a observé, on essaie de proposer des documents aux parents qu'eux-mêmes jugent nécessaires et ils achètent. L'État qui est responsable de la scolarisation des Béninois a pris la peine de pouvoir réglementer ce domaine-là. La liste est là, ce que l'État demande de faire, c'est ça nous faisons. Pour ce parent d'élèves rencontrés devant une école de la place, la question des fournitures doit être analysée sous un autre angle. À l'heure, là, on nous dit que il faut faire fréquenter les enfants n'ont qu'à aller à l'école. Tous les parents ne sont pas riches pour envoyer leurs enfants. Tous les parents ne sont pas riches. Mais c'est l'État qui nous disait tout ça, qui devrait en principe subvenir, soutenir les parents d'élèves. Nos résultats sont là. Ils n'ont qu'à faire confiance à l'équipe dirigeante, n'est-ce pas, du complexe scolaire Sainte-Claire. Nous sommes à pied d'eux pour faire de leurs enfants des enfants bien éduqués, bien formés et adaptés, n'est-ce pas, au marché de l'emploi. Malgré ces débats houleux qui existent autour de la liste des fournitures, les chefs d'établissement restent droits dans leur bottes et se lancent des défis pour la nouvelle année scolaire. Cependant, certains proposent des sanctions contre ceux qui exagèrent en termes de fournitures. On doit pouvoir les ramener, les rappeler à l'ordre. Moi, je voudrais recommander à d'autres établissements à faire comme nous. Nous avons dit, l'école est sacerdoce. Ce n'est pas un centre commercial. Il y a des commerçants véreux qui vont chercher des livres qui viennent vendre à ceux qui sont dans l'ignorance, qui ne savent pas que tel ouvrage ne sont pas au programme. Il faut qu'on sévisse. Avec ces pratiques, les pouvoirs publics doivent agir pour mieux encadrer le volet fourniture scolaire. Ceci afin de soulager les parents qui font face à de lourdes charges à chaque rentrée des classes. On reste toujours dans l'actualité de la rentrée pour évoquer notre sujet important. Dans l'univers de l'école béninoise, le paiement des frais de scolarité reste un défi à relever par les parents d'élèves chaque année scolaire. Et si cela constitue un casse-tête pour nombre de parents, le constat qui saute à l'œil est que ces frais ne sont pas fixés de façon standard. Alors, question: pourquoi cette disparité constatée au niveau des frais de scolarité au Bénin? Et mieux, comment sont-ils fixés? Élément de réponse dans ce reportage, signé donc Nassis Alossé et Déron Pévi. Le chemin de l'école est repris avec son lot d'investissements habituels pour les parents d'élèves. Au cœur de cet investissement, les frais de scolarité connus pour leur disparité au Bénin. La sixième, nous tournons autour de 90 000 francs et la terminale tourne autour de 155 000 francs l'année, y compris les travaux dirigés. Chez nous, de la sixième, ça fait de 80 et 120 000. Au primaire, c'est entre 40 et 110 000. Il y a des classes qui ne sont pas à 50 000. Le secondaire, bon, il y a des taux de 70 000 que nous pratiquons. 150 000 dont je parle là, on ne réclame plus les taux, les frais de TD, les frais de révision, on ne réclame plus. Ça couvre tous ces frais-là. Disparité constatée donc dans le même espace géographique. Et un peu comme dans le secteur privé, les montants des droits d'écolage varient aussi dans les établissements du public, surtout d'un département à l'autre. Lorsque nous prenons les départements de la Takora et de la Donga, les apprenants payent 10 000 francs comme frais de scolarité dans les lycées et collèges publics. Lorsqu'on prend l'Atlantique et le littoral, ça fait 15 000 francs. Lorsqu'on prend l'Ouémé et le plateau, ça fait 14 000. Et pour les autres départements, Zoukoline, et Mono, Koufo,
et Borgo à Libori, ça fait 12 000. Des montants qui, selon les syndicalistes, ont été fixés par arrêté ministériel dans les établissements publics. Mais lorsque nous avons poussé notre curiosité d'en savoir plus, toutes les portes du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle nous ont été fermées. Nous sommes contentés alors des ébauches d'explications de notre interlocuteur. Cela se justifie par le niveau de développement de chaque localité. Parce que le niveau de vie n'est pas le même dans tous les départements. Il y a des départements qui continuent d'être encore des zones plus ou moins rurales, et il y a des départements qui abritent beaucoup de communes urbaines. Donc c'est en fonction de cela qu'un arrêté ministériel a fixé le montant des contributions par département. Dans le secteur privé, en revanche, la fixation de ces frais de scolarité ne repose sur aucun acte administratif. Chacun reste dans son coin, il fixe. Il fixe selon les moyens qu'il a mis pour investir. Seulement se défend le patronat des écoles privées. Cela se fait en fonction du contexte de chaque établissement. Il y a les écoles bilingues où les enfants font deux programmes. Le programme béninois et le programme soit du Nigeria ou bien du Ghana, où les enfants vont composer dans l'un de ces pays-là, et ils vont composer le BBC anglophone, et quand ils passent en troisième, ils composent pour le Bénin. Il y a la charge, la masse salariale des professeurs, les maîtres, le personnel administratif, l'administration. Donc on a tenu de tout cela. Entre la situation géographique et l'offre de formation, les taux sont fixés dans le privé. Dans le rang des usagers, beaucoup s'emploient chaque année à honorer leurs engagements vis-à-vis de ces lieux de formation, malgré cette disparité des frais d'écolage. Direction Boycon à présent pour retrouver notre bureau régional dans ce reportage qui s'intéresse au processus qui conduit à la validation d'une viande propre à la consommation. Vous le savez certainement, la viande est un aliment de grande consommation qui s'achète dans les marchés et autres points de vente, mais parfois sans grande précaution. Et pourtant, avant la mise en vente, un travail est fait en amont pour éviter aux acheteurs un produit impropre à la consommation. Le contrôle de la qualité de la viande de bœuf et des petits ruminants depuis l'abattoir ou les aires d'abattage est une étape importante qui précède la commercialisation. Il est assuré par les agents vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et suit un protocole établi. Et c'est ce que nous allons savoir dans ce reportage. Cuite, fumée ou frite, elle fournit à l'organisme des protéines, lesquelles contiennent entre autres des acides aminés essentiels. La viande est présente dans les repas quotidiens ou lors des festins. Provenant d'animaux divers, c'est un aliment constitué de tissus musculaires. La viande de bœuf ou celle de nombreux autres petits ruminants s'achète dans les boucheries ou sur les étalages dans les marchés. Mais avant l'étape de commercialisation, la plupart des viandes mises en vente est inspectée. Le contrôle, selon les spécialistes, débute pendant que l'animal est encore vivant et sur pied. C'est du vivant de l'animal déjà qu'on essaie d'examiner et s'il n'y a pas de soupçons de maladie, l'animal est abattu. Nos yeux sont là pour travailler. L'odorat est là pour sentir, pour voir est-ce qu'il n'y a pas des odeurs qui nous repoussent, pour voir si à l'œil visible là, la viande même ne repousse pas ou bien les organes ne repoussent pas. À Boycon ainsi que dans l'ensemble du département du Zou, le contrôle est assuré par les agents de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, DEDAEP. Le travail se fait tous les jours et démarre dès 6 heures du matin. Vétérinaires de formation, les agents, une fois sur place pour l'inspection, suivent un protocole établi. On prend le couteau, il y a des endroits spécifiques qu'il faut inciser. Nous avons les ganglions prescapulaires qu'il faut inciser pour voir son état. Nous avons les ganglions précuraux, les ganglions rétromammaires si c'est des femelles, les ganglions inguinales si c'est des mâles. Les ganglions sous-lombaires, on incise les muscles également. Qu'est-ce qu'on contrôle réellement à ce niveau? Soit nous contrôlons au niveau des muscles la présence des lésions de cystite sec. On parle souvent de cystite sécose. C'est ça que nous appelons souvent le ténia. On contrôle également la tuberculose, l'échinococose. La rate, c'est l'organe témoin. Il peut nous signaler la maladie de fièvre charbonneuse
Au niveau de l'ensemble poumon et cœur, ça peut nous signaler la PPCD, passerolose, la tuberculose. Cette inspection effectuée est instaurée par des dispositions légales et pour cause, les animaux sont porteurs de différentes zoonoses, notamment la tuberculose et le ténia, des maladies transmissibles à l'homme par voie orale et qui peuvent lui être fatales. Le contrôle a donc pour but de détecter ces maux. Il permet de déclarer la viande propre ou non à la consommation. La carcasse et autres viscères de l'animal sont aussi inspectés. Évidemment, à la fin de l'inspection, il y a une sentence qui est donnée. On arrive à autoriser les viandes qui sont propres à la consommation et on les livre à la commercialisation. Et on a un sceau où c'est inscrit le contrôle vétérinaire de la DDAPESO. Donc, quant aux viandes qui ne sont pas propres, qui sont impropres à la consommation, on les retire et on procède à une destruction de ces viandes ou carcasses qui sont impropres. Chaque animal abattu reçoit un certificat de salubrité et qui en principe est gardé par le boucher. Donc n'importe qui s'approche, qui veut s'assurer que la viande qu'il veut acheter est de qualité propre à la consommation peut demander à avoir le certificat de salubrité. Et là-dessus, c'est mentionné clairement, viande propre à la consommation. Avoir ce réflexe, c'est comme vérifier par exemple la date de péremption du produit. Si je dois m'exprimer en termes, c'est parce que arrivé là, vous pouvez demander, est-ce que je peux voir ton cahier de contrôle? Parce que quand on fait le contrôle, on signe de cahier. En dehors des certificats aussi qu'on donne. Par exemple, pour les bœufs, ce sont les certificats qu'on donne. Mais pour les charcutiers et autres, l'agent qui a fait le contrôle signe un cahier. Donc, à part l'estampille, parce que parfois, il dit non, l'estampille, là, quand on a préparé, ainsi de suite, ce qui est même faux. Quand c'est le vrai, ça ne disparaît pas. Mais au niveau de la DDAP, nous faisons quand même cette sensibilisation-là. Nous contrôlons également à notre manière, en mettant des espions sur le terrain. Avec 50 ou 200 francs CFA, le boucher ou toute autre personne peut faire inspecter son animal avant l'abattage. Outre le contrôle à l'abattoir, d'autres agents de la DDAP sillonnent également maquis, gargotes et autres points de commercialisation de la viande dans la ville. Ces derniers ont pour mission de s'assurer de la qualité de la viande mise en vente. Malgré la petitesse des frais de contrôle, on note néanmoins des contrevenants aux dispositions légales. Il y a certains bouchers qui s'entêtent à faire des abattages clandestins et à mettre en consommation des viandes non inspectées. Et la DDAP, s'il arrivait qu'elle mette la main sur ces bouchers indélicats, des sanctions sont prévues. Ils vont souvent payer des amendes. À la recette perception, ils nous ramènent les quittances, sans quoi ils sont suspendus de la vente pour un certain temps. Et il y a des sanctions pénales. Cette année, une viande impropre à la consommation a été dénaturée, enterrée et après a été déterrée. Et une partie a disparu. On a eu l'information, on a confié à la police républicaine qui nous a aidés à faire la procédure jusqu'à aller au tribunal où les indélicats se sont retrouvés en prison. L'aire d'abattage de Boycon est située en retrait pour des raisons d'ordre environnemental. L'espace est dépourvu d'infrastructures adéquates. L'eau, principal élément utilisé par les usagers, est aussi absente. En plus des difficultés, la DDAP du Zou jette de nombreux autres problèmes en rapport avec l'effectif des agents devant procéder à l'inspection sur l'ensemble des 9 communes. Boycon aujourd'hui mérite un abattoir digne de nom, à l'image de ce qui est fait à Cotonou. Le château d'eau ne fonctionne pas. Et de là, et d'un pétrole, et d'un na ouvert métal. N'a pas aussi une copie de film, et il m'a eu ben à l'autre docteur et d'un conseil comme on a mis en. Et nous n'allons voyons, et notre domaine à Rome. Vera so me fini si no de ami ofi. Bidon mi so wo je sin wa chona wa so. Ena gubo. E ti di opete nu mi ona ho ne ona komi do mi osu. Try no se ne ho ha me. Ena wo gon de wo su je we do de gon su je we. Ce que nous allons dire en matière de difficultés majeures, c'est l'insuffisance d'achat. Mais ça, c'est un problème qui est national. Et bon, nous avons l'espoir que le gouvernement, avec le ministère de l'Agriculture et la fonction publique, vont recruter d'ici là des agents pour accompagner les directions départementales dans le travail qui leur incombe. Il y a également les TIC qui sont mis à contribution pour mieux gérer aussi aujourd'hui à défaut d'argent.
puisque par exemple à la DDAP, nous sommes en train de travailler avec l'appui d'un projet programme pour installer une base de données, mettre à la disposition de tous les agents de contrôle des smartphones. Donc, même si nous sommes ici, qu'un agent fait le contrôle à Wenki, il peut déjà nous remonter les informations. Méconnu d'un grand nombre de personnes, le contrôle de qualité effectué par les agents vétérinaires de la DDAEP vise à assurer la sécurité alimentaire. Cette inspection protège aussi bien le boucher que les populations consommatrices pour les cérémonies privées, familiales, pique-niques et autres. Il est judicieux, voire raisonnable, conseillent les spécialistes, de faire contrôler la viande à consommer. Voilà qui est bien, on s'intéresse à présent à votre corps. Astuce pour soins corporels à base d'argile, c'est la solution pour un corps sain. L'être humain est dans la quête permanente d'entretien de sa personne et ainsi, il prend soin de son corps en utilisant des produits de beauté. Ici au Bénin, la tendance est de plus en plus à l'utilisation des produits naturels, simples. Et la trouvaille, c'est l'argile, extraite du lac Kayembe. À Siongbon, Kayan Siongbon, Jocelyn Bariga. Le recours est de plus en plus fait aux produits traditionnels pour des soins dans nombre de localités au Bénin. Dans ce salon de coiffure et de maquillage à Commun, département du Mono, Victoire, la patronne, fait les soins de visage à ses clientes à partir de l'argile. Un traitement relaxant à en croire Victoire et ses clientes. J'ai un nombre non négligeable de clientes auxquelles je propose le traitement qui les soulage. Je le fais 1-2 fois par semaine pour enlever les graisses du visage, les boutons un peu, pour rendre le visage propre en fait. C'est une méthode à moindre coût qu'elle applique régulièrement dans son salon de maquillage ici, ce qui lui draine beaucoup de clientes qui viennent pour sa thérapie. La plupart du temps, quand je traite une cliente avec l'argile, elle revient me donner ses appréciations et comment cela a pu l'aider. Et donc, elle en propose à d'autres qui passent pour le même traitement, au point où j'ai de nombreuses clientes qui passent et qui recherchent le même soulagement. Marie-Florence est une cliente habituée de ce salon de coiffure et de maquillage. Elle a adopté la méthode naturelle des soins de visage du fait de la sensation que cela donne et les effets, et aussi pour éviter les conséquences négatives de produits importés. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain dans le 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe de la rédaction et l'équipe technique pour la production de cette édition.